c'est grave. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans la polémique liée au terrorisme, mais je vais me focaliser sur le travail de l'ONG concernant les dénonciations qui ont été faites. Je n'ai pas encore lu tout le rapport, j'ai lu quelques extraits. Mais je peux vous dire, par expérience, parce que moi j'ai beaucoup servi au Sahel. Je travaille au Sahel depuis 2014. Les premiers coups d'État au Mali, j'ai assisté à ça. On a vu la crise venir. On va pas faire la genèse de la crise, mais je peux vous dire que il faut qu'on fasse très très attention dans la gestion de l'aspect qui concerne l'ethnie Peul. Parce que très tôt, quand on dit, écoutez, les Peuls sont massacrés, on dénonce le massacre des Peuls. Oui, il y a eu des dérives. Oui, il y a des dérives. Le Mali a eu une forte expérience dans la gestion de cette crise. Les Maliens, comment je vais dire, ils ont traversé toutes les étapes de l'interprétation à la fois scientifique, à la fois tendancieuse, à la fois politique, de l'implication des Peuls dans toutes les crises dans la bande sahélienne. C'est pourquoi j'ai dit, à cette étape, moi si j'ai un conseil à donner au Bénin, le premier conseil, c'est de se rapprocher, d'avoir l'humilité d'apprendre des Maliens comment eux, ils ont pu, ça n'a pas été facile, ça je vous assure, parce que c'est une question sur laquelle, sur le plan professionnel, moi j'ai travaillé avec des structures à la fois des Nations Unies que des États. Le Bénin peut beaucoup apprendre du Mali dans la gestion des exactions que subissent cette communauté qui est parfois mal comprise. Parce que il faut distinguer deux choses. La première chose, il faut distinguer ce qu'on appelle en droit international, entre griffes, je mets ça entre griffes, vraiment entre griffes, une politique nationale d'extermination d'une ethnie et des dérives individuelles d'un certain nombre de soldats ou de commandants. Il y a une très grande différence. Pourquoi cette différence elle est importante? À l'heure où nous parlons, le rapport qui a été publié ne mentionne pas qu'il y a une volonté d'État, c'est-à-dire une politique nationale d'exclusion d'une ethnie. Donc, faisons très attention. Je pense, quand je lis les extraits que j'ai lus, je peux me tromper, ce sont des dérives circonstancielles. Sur plusieurs années, il y a plusieurs faits. Quand il s'agit de ça, je pense qu'il faut circonscrire ces événements et les traiter localement. En quoi faisant? Ouvrir au niveau de l'armée une enquête. Pas une enquête judiciaire nécessairement. Une enquête sociologique dans laquelle on associe à la fois les représentants de l'armée, à la fois les communautés, à la fois les ONG. Parce que si tout de suite on dit, voilà, c'est telle ONG qui a discrédité le Bénin, qui a dénoncé ceci, il faut le combattre, nous allons justement tomber dans le piège de ceux qui manipulent ces genres de dérives circonstancielles pour servir leur cause liée au terrorisme. La deuxième chose à faire pour circonscrire la crise, c'est de comprendre que parfois, nous sommes des êtres humains. Et quand vous rencontrez, moi j'ai eu à rencontrer dans le Sahel, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali,
que ce soit même en Sierra Leone, il faut continuer jusque là-bas, que ce soit en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai rencontré des soldats qui vous disent, monsieur, comment voulez-vous que je me sente quand mon commissariat, ma base militaire dont j'ai la responsabilité est attaquée par des gens, quand je les arrête, ils sont tous de cette communauté. Comment voulez-vous que je me sente? Donc, cela appelle à une meilleure formation socio-anthropologique des soldats qu'on envoie au front. C'est pourquoi, quand l'ONU organisait, maintenant il y a très peu de missions de paix, quand l'ONU organisait les missions de paix, il y a toujours ce qu'on appelle la période d'acclimation. Cette période-là, ça s'organisait dans les États, je crois que ça durait 1 mois, où, avant de vous envoyer en mission, on vous explique les situations géopolitiques, les implications géopolitiques d'un certain nombre de comportements, les ethnies en place, les conflits ethniques recensés, les risques d'exaspération d'un certain nombre de conflits ethniques. Et il faut reconnaître que cette ethnie ou bien cette communauté est restée vraiment renfermée sur plusieurs siècles. Ce n'est pas une communauté qui a été traversée par le passez-moi le mot, multiculturalisme, voilà. Ce qui fait que il y a encore cette authenticité et ce cercle fermé dans lequel vit cette communauté. Donc, moi, je pense que on ne va pas jeter à la vindicte populaire l'armée béninoise. On ne va pas jeter à la vindicte populaire les auteurs, bien les présumés auteurs de ces dérives. Moi, je pense que la réponse ne peut pas être totalement judiciaire. Il ne s'agit pas de mener une enquête judiciaire pour aller chercher les auteurs. Oui, c'est nécessaire. Mais à côté de ça, il faut une justice alternative qui permettra à ces victimes de retrouver une confiance à la communauté. Parce que si on remonte la crise, c'est-à-dire la cause même de tout ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire dans certains rapports que ce que nous vivons en 2020 ou 2025 n'a pas été créé en 2020 ou 2025. Comme on le dit dans ma langue, c'est là où tu as trébuché qu'il faut regarder, non là où tu es tombé. Nous sommes tombés en 1990. Ça, je parle de la communauté ouest-africaine. C'est-à-dire, avant 90, il faut le reconnaître, même s'il y avait des régimes militaires, ces régimes militaires, dans la plupart, quand je prends le cas du Bénin, qui a réussi sa période révolutionnaire, a su créer une symbiose nationale autour d'un certain nombre de valeurs. En 90, on a choisi la démocratie, mais il y a un certain nombre de valeurs qu'on a jetées. Comme on le dit souvent, on a jeté l'eau avec le bébé. Et aujourd'hui, nous payons le prix de notre incapacité à construire des nations, à rassembler les plus défavorables de nos pays, à mobiliser les plus faibles, à créer moins de frustration. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'ennemi surfe sur nos contradictions, sur nos insuffisances, sur nos colères. Ce qui fait que quand vous abordez la question des peuples, c'est une communauté d'abord nomade qui se sent tout le temps en conflit avec les sédentaires. Donc, qui sont ceux qui gardent les pouvoirs dans nos pays en Afrique de l'Ouest? Ce sont les sédentaires. C'est parce que les sédentaires ont pensé à l'exercice d'un royaume stable. Je pense qu'il y a une dame, Madame Georgia, qui fait de belles capsules sur l'histoire. Je pense qu'elle pourra vraiment nous dire comment on peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait une vie de symbiose entre les sédentaires qui ont créé les royaumes et les républiques par la suite et les peuples nomades qui sont parmi nous.
Vous voyez combien de fois ça a été difficile d'amener les Peuls à se sédentariser pour faire leur élevage. Aucun pays n'a réussi à le faire. En Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara. Aucun pays. Les affrontements sont là. Alors, ça crée des frustrations. Et ces frustrations-là nourrissent tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi celui qui faisait la confusion dangereuse entre l'islam et le terreau, moi je lui dis, écoutez, qui sont ceux qui ont payé le plus grand prix de ce que nous vivons au sud du Sahara? Ce sont les musulmans. Au Mali, c'est plus de 95% de la population. Au Niger, au Burkina, bon, au Burkina c'est relativement 50-50, je pense. Mais c'est les zones tenues, les zones où il y a une forte communauté musulmane. Ce sont ces zones-là qui sont les plus terrorisées. Donc, on ne peut pas me vendre l'idée selon laquelle ceux qui attaquent veulent faire la promotion d'une religion. Par contre, ce qui est établi comme une vérité scientifique d'enquête à la fois d'experts indépendants, c'est que ceux qui attaquent aujourd'hui ont un projet politique. Maintenant, est-ce que ce projet politique, parce que vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas rentrer dans un village de 500 personnes ou bien de 800 personnes, exterminer 500 et dire que vous voulez diriger ce village. Vous voulez diriger des cadavres? Ça veut dire que ceux qui commanditent ces missions ne vivent pas sur place. C'est des gens qui veulent chasser ceux qui sont là pour pouvoir s'installer. Quelqu'un dit que on veut gérer, on veut occuper l'Afrique sans les Africains. Ou bien on veut prendre l'Afrique, mais on ne veut pas des Africains. Donc moi je pense que en ramenant le problème au niveau local, parce que on est encore au début, hein. Moi je l'ai dit à des officiers militaires béninois, togolais, lors de plusieurs déplacements. Moi je l'ai dit, écoutez, vous commencez à vivre ce que le Mali, le Niger, non pas le Niger, et le Burkina, bon, le Mali qui est le plus ancien du lot, a commencé à vivre dans les années 2013-2014. Moi, j'étais au Mali en 2014 et où il y a eu le premier coup d'État, le coup d'État de, je crois, de Sanogo, le coup d'État qui a fait partie ATT démocratique, bien sûr. Donc, c'est pour dire, le Bénin et le Togo, moi je pense toute honte bue ou bien tout orgueil mis à part, ces deux pays doivent s'asseoir avec les autorités maliennes pour dire comment vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui. Mais malheureusement, je ne sais pas, pour des raisons peut-être, comment dirais-je, qui sont propres à chaque pays, parce qu'on parle de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté pour des gens qui ne reconnaissent pas les frontières. Hein. Il n'y a pas de souveraineté. Ceux qui attaquent ne reconnaissent pas les frontières. Ils ne reconnaissent pas les frontières. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur une question de souveraineté pour ne pas s'asseoir et dire, écoutez, vous avez pris par là. Nous, on ne veut pas attendre qu'ils occupent 50% de notre territoire, parce que la réponse n'est pas seulement militaire. La réponse, c'est la construction, c'est la réduction des frustrations. Comment on fait pour accompagner les communautés? Ce n'est pas les sensibilisations. Hein? Parce que quand vous allez dans ces zones-là, la dernière école date de quand? En quelle année il y a eu le dernier professeur de mathématiques, je ne sais pas, à Porga ou bien au parc Pendjari ou bien où? Le dernier lycée est où? L'eau, l'électricité. C'est des zones, reconnaissons-le, qu'on a exclues de la République. Et aujourd'hui, on veut que ceux qui sont restés dans ces zones-là reviennent à la République. Point d'interrogation. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai vu des localités au Mali qui, depuis 1960, n'ont jamais eu un centre de santé de toute leur vie. Mais ils n'ont connu que l'imam qui leur parle du Coran. Mais
Vous êtes d'accord avec moi que si le même imam revient avec une Kalachnikov et dit, mais écoute, celui qui vient de Bamako, il faut le tuer parce que, il faut le dire, excusez-moi le mot, il faut le dire parce que c'est lui qui t'empêche d'avoir les soins de santé ici. Le gars, il est frustré. Il a vu sa femme décéder pourquoi? Pour un palu, pour rien du tout. Donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, nous, on a accès à TikTok, à Internet, on parle, comme le disent les gens souvent sur ce panel, on est dans le confort occidental, et certains sont dans le confort occidental, ceci, cela. Mais vous ne pouvez pas, pendant 65 ans, exclure une partie de vos pays du développement, de la marche du progrès, et se lever 65 ans plus tard pour dire pourquoi eux ne nous aiment pas, pourquoi ils ne veulent pas rester dans la République. Non, vous les aviez exclus pendant 65 ans. Voilà, aujourd'hui, ils trouvent des vendeurs d'illusions, des trafiquants d'âmes, des trafiquants de stupéfiants, des trafiquants d'organes. Mais écoutez, s'il faut aller chercher celui qui m'a empêché de vivre, s'il faut le dire et prendre son organe et aller le vendre à 50 000 €, ok, c'est la meilleure manière pour se venger. Je ne dis pas que c'est bien, mais constatons que nos États ont manqué nos dirigeants. Parce que ça fait quoi? Depuis 90, plusieurs pays sont dans la démocratie. Il y a des élections. On trouve toujours l'argent, 7 milliards, 4 milliards, 20 milliards pour organiser les élections. Mais quand il s'agit d'aller porter l'eau, d'aller porter la route, d'aller porter l'instruction, la santé aux populations les plus reculées, on est surpris. Quand vous prenez un pays comme la Russie, comme les États-Unis, le Canada, je vous assure, il y a des localités, par exemple, dans un pays comme le Canada, qui sont inaccessibles par voie terrestre. Mais pourtant, l'État est présent. L'État dépense des milliards de dollars parce que si ces populations-là se sentent isolées, d'abord, ils sont déjà isolés sur le plan géographique. S'ils se sentent exclus, ça va augmenter les frustrations. Les frustrations conduisent toujours à la sécession. Prenez tous les peuples qui se sont je sais pas, même nous-mêmes, nos pays qui ont demandé l'indépendance, ben écoutez, si le colon, je suis désolé pour les panafricanistes, si le colon était bienveillant, tout se passait bien, il y avait une symbiose, personne n'allait demander l'indépendance. C'est ça la réalité. On demande l'indépendance parce qu'on sent que celui qui est chargé de créer la symbiose ne la crée pas. Plutôt, favorise un clan. Donc, moi, je profite de ce panel pour vraiment inviter l'armée béninoise à se remettre en cause, de ne pas dire ce rapport, non, c'est des opposants, machin, parce qu'on sait comment les pays africains lisent les rapports, on lit les rapports en fonction de celui qui paye votre salaire le soir. Mais de lire ce rapport-là, de se dire, bon, ok, il y a des événements qui sont rapportés, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Mais toujours est-il qu'il y a un mal-être, il y a une malaise, il y a ce sentiment d'exclusion d'une communauté. Comment on fait? Ce ne sont pas les séminaires à Cotonou qui vont régler ça. Mais il s'agit véritablement de former nos militaires à gérer les défaites. Parce qu'une armée qui ne sait pas gérer ces défaites, parce qu'on a connu des défaites, oui, il y a eu des combats où l'armée a perdu des hommes. Donc, la manière dont on doit gérer ces cas-là, recruter des psychologues qui doivent accompagner ces militaires qui ont assisté à la mort de leurs collègues qui sont tombés. On doit les accompagner sur le plan psychologique pour les réarmer moralement, pour qu'ils ne tombent pas dans la vengeance. Un État démocratique ne se venge pas, mais se défend. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'ailleurs, parmi les recommandations de l'ONG, l'ONG a demandé qu'on remplace même si les militaires qui ont assisté au drame qu'on a connu cette année, il faut les démobiliser
et les remplacer par d'autres militaires. Parce que ceux-là ont peut-être vécu des choses et peuvent se laisser facilement emporter par la vengeance et poser des actes qui sont contraires à leur mission première. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Ok, on revient ici. Euh, est-ce que, Monsieur Orcel, est-ce que vous voulez répondre aux motions, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, on vous écoute. Donc, merci beaucoup à Monsieur Faso. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Elle a été très limpide et surtout très logique. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus parler par rapport à ce que la sœur Georgina, ce qu'elle me reprochait en fait, du fait que elle pense que moi, je suis en train de parler. Je pense que l'islam, en fait, c'est le plus grand problème des terreaux, et que je ne suis pas en train de m'attaquer finalement au réel problème. Mais vous voyez, l'article dont vous me parlez tout à l'heure, je viens de le lire, je viens de le terminer. Et on dirait que nous n'avons pas lu le même article, en tout cas, nous ne l'avons pas interprété de la même manière. Parce que lorsque moi je lis, je comprends une seule chose. C'est que le principal problème même des terreaux en Afrique, ce n'est même pas les Occidentaux, mais c'est d'abord les Africains eux-mêmes. Parce que quoi? Des troupes d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, mobilisées par Muammar Kadhafi. Lorsque Kadhafi est tombé, ce sont eux-là qui ont pris les armes, qui ont volé les armes, qui ont complètement dévalisé les armoiries libyennes et qui ont décidé de commencer un nouveau business en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. C'est comme ça on lit cet article-là. Mais plus on évolue en lisant cet article, et finalement on comprend une chose. C'est qu'à la fin, ces groupes-là ne sont pas de simples groupes militaires. Il s'agit de personnes qui sont déjà, bon, excusez-moi pour les termes, vous allez penser que je suis en train d'être islamophobe, mais non. Mais vous allez remarquer que tous ces groupes militaires-là se sont formés en organisations islamiques qui ont un seul but, c'est de pouvoir s'émanciper sur toute la côte ouest africaine. Et pour pouvoir financer leur avancée, logiquement, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'argent. Et cela passe par les trafics en tout genre, le trafic de drogue, le trafic vous savez de quoi, le trafic d'armes aussi. Comment je lis tout ça? Je reviens encore à un autre point, parce que je me rappelle, entre-temps, j'avais suivi un documentaire sur la chaîne belge et française RTE, et c'était un reportage où des journalistes français avaient réussi à intégrer des groupes terreaux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à pouvoir rentrer dans ces groupes-là, filmer leur quotidien. Et si vous suivez ce reportage, tout leur narratif était favorable à ces gens-là, les terreaux. Et ils étaient en train, dans leur reportage, parce que c'est des médias français, ils étaient en train de totalement discréditer le gouvernement central malien. Maintenant, vous allez me dire qu'à l'heure là, le problème principal de l'Afrique, ce n'est pas l'islam. Excusez-moi, mais ça l'est. Parce que ces gens-là, ils ont quitté la Mauritanie, ils sont passés par la Mauritanie pour pouvoir entrer au Mali et faire ce reportage-là. La Mauritanie, avant, faisait partie de la CEDEAO, des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais soudainement, la Mauritanie a quitté la CEDEAO pour faire partie du Maghreb. Depuis ce moment-là, ils n'ont plus jamais été attaqués par les terreaux. Vous allez me dire que ça, c'est une coïncidence. Je ne pense pas. Dites-vous que
les trafics perpétués par les terreaux en Afrique de l'Ouest, parce que c'est de la drogue. C'est quelque chose qui quitte l'Amérique du Sud, qui passe par des ports d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que dit l'article. Passe par des ports d'Afrique de l'Ouest. Ça, on ne sait pas c'est quel port d'Afrique de l'Ouest. Mais tout le monde, on imagine bien sûr qu'il s'agit des ports mauritaniens. Ça doit être les ports mauritaniens ou les ports guinéens. En tout cas, ça doit être ça. En tout cas, ces marchandises-là passent par le Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est devenu une passoire. Est devenu une véritable passoire parce que l'armée malienne n'arrive plus à contrôler le territoire. Les terreaux, eux, ils ont une économie de guerre. Ils ont une économie, c'est-à-dire tous les fonds, toute leur économie, tout leur business tourne autour de l'achat d'armement et de la propagande de l'islamisme extrême. Excusez-moi, vous allez dire que je suis en train de tout mélanger, mais moi je dis une chose, hein. Le plus gros problème du terrorisme aujourd'hui, c'est l'islamisme radical. Parce que tous ces trafics-là ne servent qu'à financer des groupes terroristes islamiques qui n'ont qu'un seul but, c'est d'envahir les pays, c'est de contrôler ces pays-là. Parce qu'on voit les vidéos sur TikTok circuler où les terroristes au Burkina. S'il vous plaît, je peux demander la parole, franchement, s'il vous plaît. Bien africain. Je sais que ce n'est pas bien séant de prendre la parole comme ça. Oui, vous pouvez y aller, c'est correct. Mais franchement, arrêtons le massacre. Parce que ce que notre ami est en train de dire, il faut pas il faut qu'en Afrique, on apprenne à ne plus réciter le narratif des autres. Parce que ce sont des drames qui se passent. Il parle du Mali. Qu'est-ce qu'il sait du Mali? Que sait-il du budget de l'État malien? Que sait-il du taux d'acquisition de l'armement au Mali? C'est comme un général américain qui a dit que tout l'or du Burkina, c'est à protéger le régime. Ça, c'est le narratif de ceux qui viennent nous vendre une illusion qui n'existe nulle part. Réveillons-nous. Sincèrement. Excusez-moi, monsieur. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi, non. Souffrez. Je ne suis pas en train de réciter un narratif. Non, prenez la patience. Oui, prenez la patience. Attendez un instant, oui. Oui, prenez la patience. Je ne me proclame pas expert du Sahel. Je ne me proclame pas expert des questions du terrorisme, mais je peux vous assurer que ça fait 13 ans. J'ai vécu, pas seulement vu, hein, je n'ai pas lu dans les livres, hein, j'ai vécu le drame, j'appelle ça le drame du Sahel. Ce que nous appelons terreau, djihadistes, tout ça là. Ce sont des drames de famille. Il y a des enfants qui n'ont pas vu leur père. Il y a des enfants qui sont nés sans père. On ne peut pas venir ici, d'abord, première contre-vérité. Au début, tout le monde dit, ce sont les armes de la Libye qui ont été utilisées pour déstabiliser le Sahel. Oui, la déstabilisation de la Libye a favorisé, a mis au grand jour, ce que Kadhafi empêchait. Mais je peux vous dire, ce ne sont pas les armes de la Libye qui ont été utilisées dans le Sahel. Ceux qui ont dit ça, c'est le narratif des Occidentaux. Évitez de le répéter. Parce que la crise malienne dont on parle, il faut remonter dans les années 90-91 avec la chute du fils, le Front islamique du salut en Algérie. Ça n'a rien à voir avec la Libye. Quand vous parlez de la Mauritanie, les raisons pour lesquelles la Mauritanie est sortie de la CEDEAO n'a rien à voir avec la situation actuelle. Quand est-ce que la Mauritanie a cessé d'être attaquée? Il y a moins de 10 ans.
Il y a moins de 10 ans, peut-être 5 ans. Mais on ne peut pas... Si je me mets à vous raconter ici ce que la Mauritanie a vécu, maintenant, pourquoi la Mauritanie n'est plus attaquée? Et il faut un autre panel pour en parler. C'est plus profond que ça. La preuve, vous imaginez un aéronef malien qui décide d'attaquer sur son sol malien et l'Algérie abat l'aéronef. La crise, donc franchement, moi, quand j'entends ce discours-là, je vous en prie, Non. Les Kalachnikov ne sont pas fabriqués dans le Sahel. Il n'y a pas d'usine de fabrication, même en Libye. La Libye n'avait pas d'usine de fabrication d'armes. Et la Libye a eu des combats à l'interne. Alors quand vous dites que ce sont les armes libyennes, avec quelles armes les Libyens se battaient entre eux? Parce qu'il y a eu des combats en Libye. Allez relire, il y a eu des experts. Et ces rapports-là, vous ne les trouverez pas souvent sur Google parce que ce sont des rapports sur des sites spécialisés de grands professeurs d'université qui vous diront non, la crise du Sahel, c'est une crise qui a été créée parce que sans le Sahel, il y a une partie du monde qui va cesser de vivre. Je vous assure, le jour où le Mali, le Burkina, le Niger, le nord du Togo, le Bénin et même la Côte d'Ivoire, nous l'espérons, vont contrôler leur bande sahélienne jusqu'au Sénégal en atterrissant vers la Sierra Leone ou bien le Cap Vert là-bas. Il y a une partie du monde occidental qui viendront déposer des CV dans les pays africains. Est-ce que vous savez pourquoi les 3 pays du Sahel, leur déclaration, c'est l'Iptako Gouma? Allez lire sur le Liptako Gouma. Allez vous documenter. Il y a des Africains qui ont écrit sur ça. Ce n'est pas seulement Internet. Allez lire des livres qui ont été écrits dans des bibliothèques. Des livres physiques. Allez les lire. Donc le discours que vous tenez là, ça c'est le narratif des Occidentaux pour nous faire croire que c'est un combat de l'islam. Ça n'a rien à voir. Vous savez, moi, je vous dis, si on pouvait se retrouver en privé, j'allais vous dire. Moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes différentes missions professionnelles, rencontrer des entre-griffes, je mets entre-griffes, des terreaux arrêtés par des gouvernements. J'ai assisté à des interrogatoires. Et quand vous écoutez le discours, ça n'a rien d'islamique. C'est des gens qui n'ont jamais ouvert un Coran. Ils ont vu ça où? Ils ont déjà vu un papier dans leur vie. Il y en a qui combattent, qui peuvent te réciter même des... Excusez-moi le mot, je m'excuse auprès des musulmans, que je respecte beaucoup. Ils vont te réciter des sourates qui n'ont rien à voir. Ils vont te réciter ça, tu vas penser que c'est de l'arabe, mais ça n'a rien d'arabe. Donc, mon cher ami, moi j'ai vécu dans le Sahel. Je vis dans le Sahel. Je ne peux pas faire 3 mois sans aller en mission dans le Sahel. Donc, ce que vous dites là ne tient d'aucune source scientifique. Il n'y a aucun chercheur qui a prouvé la crise dans le Sahel vient de l'Algérie. Ça, on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas parce que les gens ne veulent pas reconnaître que ça a été une mauvaise gestion de la crise politique des années 75 jusqu'en 1990 de l'Algérie, issue de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance. C'est plus profond que ça. En dehors de ça, pourquoi, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on demande aux Occidentaux de partir, ok? Moi, je peux vous dire que j'ai annoncé, il y a un rapport qui a été publié par des experts des Nations Unies, et vous allez voir, si on se retrouve en privé, je pouvais vous donner la référence, vous allez voir mon nom dans ce rapport-là, où j'ai annoncé 1 an avant le départ de la mission des Nations Unies du Mali. 1 an avant. Je l'ai annoncé lors d'un compte rendu, d'une réunion au haut sommet des Nations Unies en Bamako. J'ai dit dans 1 an, le gouvernement malien va demander
a la mission de partir. Même le représentant du système des Nations Unies m'a ri au nez, m'a dit impossible. On m'a donné la parole, j'ai démontré, c'est des faits scientifiques. Parce que la guerre est une science. Et quand des militaires qui sont aguerris, bien formés, prennent le pouvoir, il faut analyser leurs faits comme s'ils étaient sur un champ de bataille. Comment ils attaquent? Comment ils se préparent pour aller attaquer? Vous savez, il y a un journaliste béninois, il a refusé de m'interviewer après 2 ou 3 articles. Il y a de cela 6 ans, quand les premières attaques ont commencé, 6 ans ou bien 5 ans, si je ne m'abuse, il avait demandé mon expertise pour comprendre comment ces gens-là attaquent. Et moi, je l'avais dit, il avait écrit ça dans un article. Je l'ai dit, quand il y a une attaque en un point A, il faut toujours chercher le triangle de ce point. C'est une notion militaire. Il faut toujours chercher le triangle du premier point d'attaque pour savoir, parce que quand ils attaquent, par exemple, je prends un exemple, hein, ils attaquent par exemple à Boyikon, au niveau de la gare de Boyikon. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas, j'espère que demain matin on ne me dira pas qu'ils ont attaqué là-bas. Il faut toujours vous demander, s'ils ont attaqué à Boyikon, c'est qu'ils sont à Alada. Il y a déjà une équipe à Alada, en sommeil, dormante, qui attend. Et il faut chercher le 3e point. Quand vous ne fonctionnez pas par triangle d'attaque, vous ne pouvez pas comprendre la logique. Parce que ce que vous voyez, on montre des vidéos de personnes sans chaussures, délabrées, sales. Mais c'est des gens qui ont été formés par les plus grands experts des forces spéciales occidentales. Quand vous voyez des gens qui ont été formés comme des chefs de guerre, c'est là où vous dites que c'est la propagande de l'islam. Est-ce qu'on a besoin, le Qatar finance des mosquées. Donc on a juste besoin de financer des mosquées. Vous savez combien coûte un Kalachnikov, un obus et autres? Ils trouvent l'argent où? Il n'y a rien dans le Nord. Donc c'est pour vous dire, sincèrement, cessez de réciter le narratif vu sur Internet, le narratif des Occidentaux. Nous vivons une situation très dramatique. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest et c'est toujours, quel que soit le camp. Et c'est ça que il y a même moins d'1 mois, j'étais à Ouagadougou. J'ai rencontré des jeunes qui relaient des informations sur lesquelles l'armée a été attaquée, on a perdu 80 soldats. J'ai dit, mais quelle fierté avez-vous à dire on a perdu 80 soldats? C'est des êtres humains, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Donc, mon cher ami, ne rentrons pas dans des données scientifiques tant qu'on n'a pas la documentation nécessaire. Ici, c'est une question très sensible, la question des Peuls. C'est pourquoi je crois que de toute ma vie, c'est la 2e fois que je parle sur un panel. C'est la 2e fois. Et je prends le risque d'en parler parce que c'est un sujet que je maîtrise. Et c'est pour sensibiliser, c'est pour dire aux autorités béninoises, à l'armée béninoise, ne prenez pas mal ce rapport. Ne rentrez pas dans une logique de dire, non, cette ONG-là, il faut la combattre, ils ne nous aiment pas, machin. Non. Asseyons-nous. Comment on fait pour ramener cette communauté-là à avoir confiance en la République? C'est sur ça qu'on doit réfléchir. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je vous ai laissé un message en privé. Monsieur Faso, je vous ai laissé un message en privé. Ok. Monsieur Kialine, vous pouvez prendre votre motion. Oui, c'était par rapport à l'intervention de Monsieur Faso. Monsieur Faso, je suis désolé, je vous ai écouté religieusement et je crois que à 95% j'ai adopté, ou 90%, il faut que je sois prudent, j'ai adopté le contenu de votre intervention. Mais sur la question de la Libye, je reviens, je vous répète, je ne sais pas ce que vous faites. Je suis un spécialiste de la sécurité publique. Et je vous ai dit, en termes de renseignement, qu'il soit de renseignement de proximité, de circonstances, écoutez, on va pas aller dans les détails, s'il vous plaît. Vous avez même parlé de triangulation, ce que j'ai approuvé
par ailleurs, mais vraiment, je suis désolé, je vais faire économie de tout ce que j'en sais, mais pour vous dire simplement ceci, je connais très bien la situation en Libye pour avoir été un produit libyen moi-même. Ne le dites plus, ou alors n'écrivez plus dans vos livres que la situation dans le Sahel, que ce ne vient pas de la Libye. La Libye a toujours combattu les velléités de terreau qu'il y avait dans toute la sous-région, quelle que soit leur provenance. Vous ne savez pas tout ce qui s'était passé en silence. Pendant que personne ne parlait de la Libye, personne n'écrivait rien sur la Libye, personne n'avait identifié l'Iptako Gourma. Enfin, quand je dis n'avait pas identifié, n'en avait pas parlé en termes, n'avait pas fait les trucs là, n'avait pas porté des regards de sécurité ou d'insécurité dans la zone. Il y a des reliquats d'armes qui avaient servi au Fonds islamique de salut, je suis d'accord. Il y en a même qui provenaient et qui étaient là, latents, je vais dire, presque inopérants, avec les rebelles Touaregs dans Agadez. Souvenez-vous de cette rébellion-là. C'était toujours pour déstabiliser la Libye. Et ça avait raté. Parce que la Libye, ayant senti venir la chose, s'était précipité pour attaquer plutôt. Alors, la riposte, on la connaît. Je vais vous dire que ces velléités-là étaient là dormantes. Et Kadhafi contenait tout ce qu'il a fait comme velléité. Et ça dit que c'était comme une bombe s'il lâchait. La sous-région allait être incontrôlable. Ils avaient déjà commencé avec les trafics d'armes et de drogue depuis dans la région. Alors, quand la France avait largué par tonnes, et c'est là justement que ils ont assuré le capital de départ au terrorisme. Quand on dit capital de départ, ils ont renforcé les capacités des terroristes en larguant des armes par tonnes et de façon aveugle. Et ils n'ont jamais reçu cette quantité d'armement auparavant. Donc, ça a rendu au personnel toutes les cellules terroristes qui ont d'ailleurs commencé pour des questions, parce qu'ils avaient des soucis d'équipement. Alors, quand ça avait commencé, c'était des bandes rivales qui s'étaient d'abord affrontées. Parce que le problème était quoi? Le terrain appartiendrait à qui s'était armé le mieux. C'est des détails peut-être que vous n'allez pas trouver dans des livres, mais voilà des vérités, des choses qui se sont passées. Et même quand on attaquait Kadhafi n'a cessé de le répéter, de leur dire, si vous faites tomber, quand même les pays africains étaient en train de soutenir l'initiative, cette résolution malsaine qui a donné, dont s'est servi la France pour venir attaquer la Libye, il leur disait, si vous soutenez ces gens-là, vous allez le regretter. Plus personne ne serait en sécurité. Nos pays ont apporté de soutien à ce qu'ils ont appelé dans le temps, cette force-là, qu'ils ont appelé, je ne sais pas, la force rebelle qui a fait une partie Kadhafi. Encore que ce ne sont pas eux, c'est les Français qui ont fait le boulot. Ils se sont mis sous le couvert de ces gens-là pour faire le boulot. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre de la situation. Si la chute de Kadhafi n'était pas arrivée, le terrorisme n'allait pas prospérer. Ça allait être tué dans l'œuf. C'était tout ce qu'il fallait comprendre. Ou alors, si vous voulez, la chute de Kadhafi, c'est l'élément qui a catalysé cette affaire de terreau dans le Sahel. Et si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire qu'il y a encore de la recherche à faire. Merci. Bien, Africa, je peux compléter, je ne sais pas pour le contredire, hein, mais compléter. Ce qui... Ok, c'est bon, allez-y, oui. Oui, il y a deux. D'abord, je vous remercie. En réalité, je ne peux pas aller dans, comme vous l'avez constaté, il y a des détails dont on ne peut pas parler en public, comme on le dit, parce qu'on a quand même des responsabilités professionnelles qu'il faut préserver.
Il y a deux nuances que je voulais apporter pour compléter ce que vous avez dit. Je vais dire la déstabilisation de la Libye, et je l'ai dit aussi, a mis au jour la crise du Sahel. Bon, moi, je fais partie de ceux qui ne partagent pas les conclusions d'un certain nombre d'experts selon lesquels les armes libyennes ont été utilisées dans le Sahel après la chute de Kadhafi. Pour la simple raison qu'il y a une question à laquelle aujourd'hui les experts n'arrivent pas à s'accorder. La question est simple. Les Libyens se sont combattus entre eux. Ça, c'est une évidence, même jusqu'aujourd'hui. Et les premières armes utilisées, même que ce soit larguées ou pas, ce sont des armes qui ont été utilisées sur le sol libyen. Et moi, je peux vous dire, l'arsenal de Kadhafi, honnêtement, si les rebelles, ou bien les islamistes du Sahel, au nord du Mali, avaient vraiment mis la main sur cela, je peux vous garantir que Bamako allait tomber en 2 semaines, maximum. La France n'aurait même pas eu le temps d'intervenir. Parce que l'armement de Kadhafi est énorme. Énorme. Et c'est de ça que les Occidentaux avaient le plus peur. Ça, c'est la première... on va pas, c'est comme vous l'avez dit, on ne va pas rentrer dans les guéguerres d'expertise, mais une chose est claire, que le verrou libyen ayant été sauté, et c'est ça, c'est pourquoi le narratif de notre ami tout à l'heure, je disais que c'est un narratif dangereux, parce que qu'est-ce que ce verrou-là faisait? Ou du moins, pourquoi ils ont fait sauter le verrou libyen? Au-delà des... Oui, Kadhafi voulait l'union de l'Afrique, une monnaie unique. Au-delà de ça, au-delà de ce discours qui est, en tout cas pour moi, très discutable, mais pourquoi les Occidentaux ont voulu sauter le verrou libyen? Justement parce que la guerre est une science, c'est une économie. Tant que vous serez déstabilisé, vous ne pouvez pas vous développer. C'est le principe du capitalisme qui a été inventé. Donc, si vous êtes en paix, vous avez le temps. On parlait de la communauté Peul tout à l'heure. Si le Bénin, si nos pays étaient en paix, les pays du Sahel étaient vraiment en paix, on les laissait faire leur choix, vous pensez que le nord du Mali n'allait pas se développer? Il allait se développer. Donc, ils ont sauté le verrou pour qu'on connaisse cette crise-là depuis 10 ans. On est concentré sur ça. La deuxième nuance que je voulais apporter, c'est concernant l'Algérie. Moi, je pense, et ça, il y a beaucoup de documents aussi là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la nuance que je vais apporter, c'est que la mauvaise résolution de la crise du Fonds islamique du salut, où l'Algérie a repoussé, a eu un accord, comment je vais dire, c'est le plus mauvais accord. C'est-à-dire, ok, moi, ma paix, en contrepartie, je vous permets d'aller au nord Mali. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le désert malien. Vous pouvez faire vos trafics d'organes, de drogue, de tout ce que vous voulez. Je m'en fous, je ferme les yeux sur ça, tant que vous ne m'embêtez pas. Voilà l'accord qu'il y a eu avec les islamistes. Et c'est comme ça que les islamistes se sont installés, enracinés dans le nord du Mali, qui est, je pense, aussi le nord de... parce que le nord du Mali est très grand, hein, très, très grand. Vous connaissez la Libye, ça veut dire que vous connaissez toute cette bande-là, toute cette bande sahélo-sahélienne. C'est pour dire, aujourd'hui, moi, j'évite de revenir sur la situation de la Libye, mais je pense que la crise sahélienne provient beaucoup plus de l'Algérie, qui aujourd'hui revoit ses enfants exclus il y a 20 ans, 25 ans, bien 35 ans de la crise du Front islamique du salut. Ce sont les mêmes qui reviennent. Les Ben Mokhtar, le boy qui a été tué il y a quelques années, quand on vous raconte l'histoire du boy, le boy c'est un Algérien.
Et c'était le plus grand trafiquant de cigarettes. Et comme vous l'avez dit, c'est celui qui va le plus, c'est comme les cartels de drogue, hein. Plus vous êtes armés, plus vos rivaux se calment. Et on se partage les territoires. Malheureusement, ils sont tellement restés là, de génération en génération, et aujourd'hui les délogés, ça peut donner l'impression qu'on combat une ethnie. Et moi, mon passage ici, c'est de dire, et ça me permet de rebondir sur ce que notre ami racontait tout à l'heure. Écoutez, le problème, c'est que quand vous avez, quand ces vendeurs d'illusions arrivent, parce qu'ils ont un objectif géopolitique clair qui est connu. Je pense que Georgia en parle suffisamment ici. On est suffisamment tous des Africains, même si on travaille ailleurs. Moi, je peux dire que quand ils arrivent, ils voient vos points faibles. Mais donc, s'ils prennent des trafiquants de drogue, ils vont dire, mais voilà, vos enfants n'ont jamais été à l'école, n'ont pas de centre de santé. Ils surfent sur ces frustrations-là, ils vous arment et vous vous croyez tout puissant. Parce que dans quelle religion islamique on a vu qu'on prend la drogue? Quand les islamistes ont pris le pouvoir en Afghanistan, ils combattent le pavot. Mais pourquoi dans le nord du Mali, ils ne combattent pas la drogue? Plutôt, ils achètent, ils commandent en aide à coût de milliards de francs CFA de la drogue pour droguer des gamins de 10 ans, de 12 ans, de 11 ans, même de 5 ans. Donc, mon cher ami Kialine, je ne sais pas si je prononce bien, c'est pour compléter ce que vous avez dit. Oui, la Libye, la chute, la déstabilisation de la Libye a mis au grand jour la crise du Sahel. Mais je dis cette crise-là provient de la mauvaise gestion, de la mauvaise résolution de la crise du Fonds islamique du salut de l'Algérie. Donc, si vous voyez l'accord, le grand accord qui a été signé pour résoudre la crise malienne est dénommé accord d'Alger. Oui, ça a été signé en Algérie, il y a eu la réunion en Algérie, mais c'est parce que tout le monde est d'accord que ceux qui ont armé le nord du Mali, ceux qui font ce trafic-là, ce sont les anciens ténors du Fonds islamique du salut. C'est de ça qu'ils vivent. Et l'Algérie, c'est comme si les opposants, bon, désolé pour les opposants béninois, je vous aime beaucoup. Supposons que, bon, c'est comme si le président Talon trouvait un accord avec les opposants béninois pour dire, bon, écoutez, je vous laisse aller vivre au Togo. Vous faites tout ce que vous voulez au Togo. Je m'en fous, je ferme les yeux. Pourvu que vous me laissez diriger le Bénin. Mais après 30 ans, 40 ans ou 50 ans, le Togo dit, mais moi, je veux reprendre mon espace. Donc, les fils béninois qui étaient partis là-bas sont obligés de revenir. Et le Bénin se sent en danger pour dire, mais vous êtes restés dans le désert, vous n'avez fait que la guerre, vous n'avez fait que des trafics. Si vous revenez, vous allez déstabiliser mon pays. Alors, je vais attaquer le Togo pour empêcher le Togo de vous chasser. Voilà le fond du débat. Et dans cette bande-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si cette bande-là est contrôlée par les Africains, je vous assure, c'est comme le Congo, hein. Si le jour où les Africains vont contrôler le Congo, je pense que la moitié du monde va devenir pauvre. Hein. Bon, c'était ma modeste contribution. Bien Africa, je vais partir. Je vais lire votre message privé et je vais vous répondre. Donc, c'est bon. merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et du courage, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut qu'on ait l'humilité, comme je l'ai dit au départ, il faut qu'on ait l'humilité d'aller apprendre. Au lieu de les stigmatiser, ceux qui ont connu ces crises-là, le Mali, le Burkina, le Niger, on n'est pas obligé, bon, moi je ne veux pas rentrer dans les choix géostratégiques de chaque pays, sinon, on peut apprendre de ces pays-là sans pour autant faire les mêmes choix qu'eux. C'est vrai que c'est difficile. Oui, moi je l'ai dit, le Mali aujourd'hui contrôle près de 80% de son territoire.
Et quand vous découvrez que vous avez passé 10 ans à ne pas contrôler une partie de votre pays et qu'il y a des tuyaux qui sont conduits de ce territoire-là vers les pays voisins, vous comprenez? Ce n'est pas une guerre, c'est pas la propagande d'une religion. Il faut qu'on enlève ça de la tête. C'est pourquoi vous avez vu les pays du Sahel ont commencé à dire cessons de dire du djihadisme. C'est pas du djihadisme, c'est du terrorisme. C'est important de le dire. Il faut qu'on l'enseigne à la jeune génération pour qu'elle comprenne. Parce que le combat ne finira pas. Depuis qu'ils ont commencé l'esclavage, ils n'ont pas changé de méthode. Je vous assure, malheureusement, ce sont mes patrons aujourd'hui qui payent mon salaire. Mais ils n'ont pas changé de méthode. Ils n'ont pas changé de méthode, même pas. C'est la même méthode depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. On pourrait parler des bourses qui sont offertes. Moi, j'ai toujours dit, mais écoutez, cessez d'aller faire former les gens à l'étranger. C'est la meilleure colonisation. Aujourd'hui, la documentation sur Internet, nous, Africains, écrivons, racontons notre narratif. Moi, j'ai vu des rapports professionnels à moi qui ont été censurés. Oui. Eh bien, parce que, bon, on ne peut pas tout dire ici. Hein? On peut pas tout dire ici. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne discussion. Ok, donc, merci beaucoup. Je voulais juste rappeler aux amis que le dimanche, on reçoit l'homme d'affaires et puis acteur politique, M. Martin Rodriguez. Ça va être à 19h de Cotonou. Donc, vous pouvez déjà prendre le rendez-vous. Donc, on va parler des derniers développements de l'actualité politique au Bénin. Donc, on va parler de la dernière, peut-être de la dernière sortie de Patrice Talon. On va parler d'autres faits. On va parler des élections générales de 2020 et 2026 aussi, des enjeux autour de cette élection. Donc, n'oubliez pas que je mets quand même des extraits de mes lives sur ma chaîne YouTube, BeAfrica Web TV. Donc, vous pouvez retrouver les extraits de ce live dès demain sur ma chaîne YouTube si vous avez pris le live en cours de route. Et la dernière fois, je pense que le mercredi, j'avais reçu ici le ministre Valentin Dialontin. Donc, ceux qui n'ont pas suivi le live, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, c'est un live qui a fait quand même beaucoup d'audience sur ma chaîne YouTube, peut-être près de 100 000, les trois vidéos. Puis, autre chose que je voulais dire. Ok, donc, pour le thème du jour, le rapport de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Donc, j'avais fait une interview avec le président de l'ONG. Donc, l'interview est sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai mis un ou deux extraits sur ma chaîne TikTok ici. Donc, pour retrouver le lien de la chaîne YouTube, vous pouvez aller dans ma bio TikTok ici. C'est un lien rapide pour y aller. Donc, merci pour ce rappel. Et je voulais dire aussi, à part M. Martin Rodriguez, après le 20, je vais vous revenir avec la date. Je vais recevoir ici aussi le juge Batamoussi. Donc, on est encore en discussion pour essayer de synchroniser un peu les programmes. Donc, je vais le recevoir ici. Vous savez qu'il était juge magistrat à la Criette et qu'il a démissionné et puis il est en exil depuis quelques années. Donc, on va revenir, on va le recevoir. On va parler des grands dossiers judiciaires surtout. Et puis, donc, vous pouvez déjà prendre ces rendez-vous en note. Et donc, maintenant, on est presque à la fin. On a dit l'essentiel par rapport au sujet. Donc, beaucoup d'amis avaient dit qu'ils n'avaient pas encore pris connaissance du rapport. Donc, j'ai dit que j'ai déposé le rapport dans ma chaîne Telegram ou dans mon groupe Telegram. Ça porte le même nom ici, BeAfrica Web TV. Donc, vous pouvez trouver l'intégralité du rapport avec les photos, les dates, les noms des personnes concernées. Oui, c'est le dimanche prochain à 19h. Dimanche dans 2 jours. Aujourd'hui, on est vendredi. Dimanche dans 2 jours là. Donc, vous pouvez retrouver le rapport. C'est sûr que la semaine prochaine, je vais refaire un autre live sur le même sujet. Donc, je me suis dit, d'ici là, peut-être les gens auraient pris le temps de lire le rapport et puis peut-être les discussions seront un peu encore plus fructueuses, pertinentes en ce moment-là. Donc, pour les amis qui sont encore sur le panel, je vais peut-être vous laisser prendre la parole une dernière fois en quelques minutes
2 ou 3 et puis après, on va pouvoir clôturer le live d'aujourd'hui. Surtout que demain, je ne fais pas de live le samedi, mais demain, on pourra parler du Gabon. Donc, il y a quelques situations avec les Africains, pas seulement en tout cas les Béninois et puis d'autres communautés au Gabon. Il y a beaucoup de changements des lois qui ont été votées. Donc, on parle d'intégration africaine et dans le même temps, on prend des mesures pour discriminer les étrangers qui vivent dans nos différents pays. Donc, on va revenir sur ça demain à 19h de Cotonou. On va parler de ce sujet-là. Je sais que le ministre des Affaires étrangères du Bénin a sorti un communiqué sur ce problème-là. Donc, si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse, donc on va en parler demain. Donc, si on a des Gabonais qui nous écoutent actuellement, ils peuvent se joindre à nous aussi demain à 19h de Cotonou pour donner leur point de vue. Donc, vous pouvez déjà prendre aussi sur rendez-vous. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner quand même. Comme ça, vous aurez les notifications quand on va lancer les prochains lives. Monsieur Valala, est-ce que vous êtes encore là? Vous pouvez prendre la parole pour dire quelques mots encore. Ok, peut-être. Ok. Monsieur Orcel, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots? Moi, j'aimerais tout simplement dire une dernière chose. Oui, Je vais être très en 1 minute environ, oui. Oui, en conclusion. Je dirais juste que si aujourd'hui,